Hello les amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment implémenter la corrélation sur le logiciel R. Donc, nous allons prendre un cas pratique, c'est basé sur les données que nous allons générer, mais vous pourrez bien évidemment l'adapter à des données réelles sur lesquelles dont vous disposez, sur lesquelles vous voulez travailler. Donc, dans le but de ce tutoriel est beaucoup plus pédagogique, comment est-ce qu'on implémente la régression, la corrélation, comment est-ce qu'on procède aux tests de corrélation, et l'interprétation, bien évidemment, sur le logiciel R. Donc, nous allons travailler sur des données fictives, mais vous pourrez, comme je l'ai dit, implémenter sur un jeu de données réel et interpréter de la même façon. Donc j'ai préparé pour vous un code dans lequel on va procéder à l'implémentation. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à liker cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc disons que concernant notre script, donc sur lequel nous allons revenir, donc ici, à gauche, en haut, on a trois commandes. Donc, la commande rm list égale ls en parenthèse, tel que vous le voyez là, permet de supprimer les objets. Donc, les objets qui sont ici à droite, en haut. La deuxième commande cat nettoie la console, donc la console en bas. Et puis, graphics.off permet de supprimer le graphique tel que vous le voyez là, donc tel que vous le voyez là. Donc ici, donc si j'exécute par exemple la commande rm list là, donc je vais naturellement vous mettre le script en description de cette vidéo. Donc je vais devoir exécuter cette commande rm list là, donc permet si je clique sur run, donc si je viens là, je clique sur run, vous verrez que elle nettoie les éléments de l'environnement à droite. Donc vous voyez que là, il n'y a plus les éléments, les objets qui avaient été créés auparavant. Donc cat permet avec entre parenthèses anti/f entre côtes, donc permet de nettoyer la console donc en bas. Donc si j'exécute, vous verrez que la console sera nettoyée. Et puis graphic.off en parenthèse permet de supprimer le graphique qui est là. Donc vous voyez que si j'exécute cette commande, donc il n'y a plus de graphique. Donc mon interface R est désormais nettoyée, mais c'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez continuer avec les éléments que vous avez. Donc avant d'aller plus loin, donc il convient de préciser que nous allons implémenter les trois méthodes de corrélation. Donc de façon générale, la corrélation permet de mesurer la force de direction de la relation qui est entre deux variables. Donc, les trois principales méthodes de corrélation sont celle qui est la plus connue, c'est la corrélation de Pearson. La corrélation de Pearson qui, elle, permet de mesurer une relation linéaire entre deux variables quantitatives et suppose en général que les variables sont des variables quantitatives. Donc, il y a également la corrélation de Spearman qui est une méthode non paramétrique qui est basée sur le rang des observations. Donc, c'est une méthode non paramétrique qui est basée sur le rang des observations et utilisée lorsque les données ne sont pas normalement distribuées et lorsqu'il y a une relation monotone, entre les variables. Le dernier mode de corrélation, c'est la corrélation de Kendall, donc qui est utilisée pour mesurer la concordance entre les rangs de différentes observations et est particulièrement adaptée lorsque les données lorsqu'on a des petits échantillons et lorsque les données, n'est-ce pas, sont un peu disposent de nombreux ex-aequo. Donc lorsqu'on a peut-être beaucoup de trucs qui se répètent à l'intérieur des données, donc voilà, donc ça fait que voilà, on peut la corrélation de Kendall peut être adaptée, mais dans tous les cas, le coefficient de corrélation est une valeur qui est comprise entre moins 1 et 1 qui indique l'intensité et le sens selon le signe de la relation qui existe entre les deux variables. Donc revenons à RStudio pour implémenter notre régression. Donc, et à cet effet, donc si on reste dans notre script, donc on va dans un premier temps créer donc deux variables comme ça. Donc la première variable x va contenir les valeurs 10, 20, 30, 40, 50 comme ça. Donc si j'exécute là en cliquant sur run, donc là
on a le résultat dans la console. Donc, X a été généré et à droite également au niveau de l'environnement, vous verrez qu'il y a une nouvelle variable X qui a été créée. Donc, je vais également de la même façon créer une variable Y, donc qui a les valeurs 15, 20, 25, 15, 25, 35, 45, 60. Donc, on a ces deux variables-là. Donc, je peux maintenant par la suite créer un jeu de données, un data frame qui est constitué de ces deux variables-là. Donc, la première variable X, je vais lui affecter la variable X. La deuxième variable que je vais appeler variable 2, je vais lui affecter les valeurs de la deuxième variable Y que j'ai créée. Donc, je vais utiliser la commande data.frame. La fonction data.frame me permet de créer un jeu de données, donc sur la base des données, des informations qu'on va lui rentrer, des vecteurs donc, qui sont les variables qu'on a créées tout à l'heure, X et Y. Donc, voilà la commande. Donc, lorsqu'on sélectionne et qu'on exécute en cliquant sur Run là, donc on a notre jeu de données. Vous pouvez regarder dans l'environnement ici que notre jeu de données a été créé. Donc, je peux même cliquer là pour visualiser. Donc, je clique là. Donc, vous voyez que mon jeu de données va s'afficher là. Donc, voilà mon jeu de données variable 1, variable 2 qui a été créé. Donc, je vais fermer le jeu de données data. Donc, par la suite, après avoir créé mon jeu de données, la data frame, je veux maintenant examiner les données. Donc, je peux faire un summary pour pouvoir voir. Donc, peut-être ici, on a un petit échantillon, mais on peut l'exécuter. Donc, le summary permet de voir les différentes caractéristiques de ma variable moyenne, les caractéristiques de tendance centrale et de dispersion. Donc, si j'exécute la commande sur la variable X, donc je clique sur Run. Donc là, vous voyez que là, on a le minimum, le premier quartile, la médiane, la moyenne, le troisième quartile et puis le maximum. Donc, ça permet d'avoir une idée. Donc, je peux faire la même chose pour la variable Y. Donc, si j'exécute là, la variable Y, donc vous verrez que là, on a également les statistiques sommaires de ma variable, minimum, premier quartile et autres pour la variable en question. Donc, il y a également des commandes du genre summary, donc on peut l'appliquer à la base de données, elle va résumer les éléments pour ma base de données entièrement. Donc, pour les deux variables, variable 1, variable 2, on aura toutes ces caractéristiques de tout à l'heure, minimum, maximum, premier quartile, médiane, moyenne et autres. Donc, on a toutes ces statistiques-là que la fonction summary permet d'avoir. Il y a également sum is NA, donc c'est une fonction qui permet de faire la somme pour si les valeurs sont manquantes, pour calculer le nombre de valeurs manquantes dans une base de données. Donc, si j'exécute, naturellement, étant donné qu'il n'y a pas de valeur manquante, vous verrez que là, il va mettre 0, parce que là, effectivement, la variable X n'a pas de variable. C'est pareil pour la variable Y, donc si j'exécute, vous verrez que là, il va mettre 0. Donc, il y a également une commande qui a été prévue pour le faire pour la somme des colonnes de la base de données. Donc, si je l'exécute également, vous verrez que là, il va mettre 0 pour variable X, variable 1 et 0 pour variable 2. Donc, il n'y a aucune valeur manquante dans chacune des deux variables. Donc, on peut maintenant passer à l'étape de visualisation, donc la relation entre les deux variables. Donc, le graphique, le tracé classique avec la fonction plot, XY, donc je spécifie XY, même on va donner le titre, XLab, le titre de l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Donc, voilà, donc si j'exécute avec la fonction, avec le paramètre PSH égale à 19, donc si j'exécute cette commande-là, run, donc vous verrez que dans l'interface de droite, donc j'ai là le nuage de points qui s'affiche. Donc voilà la relation qui est entre les deux variables qui paraît linéaire. Donc voilà, on va faire donc on peut de la même façon qu'on l'a fait pour les deux variables X et Y qu'on a créées tout à l'heure, on peut faire le plot à partir de la data frame, donc étant donné que donc il faudra juste au niveau de X faire data, qui est le nom de la base de données, dollar suivi du nom de la variable qu'on veut représenter en abscisse. Ensuite data, donc nom de la base de données, dollar, c'est le nom dollar suivi du nom de la variable qu'on veut représenter en ordonnée, qui est variable 2. Donc si on exécute ça, on aura le même résultat, donc le graphique ne va pas changer puisque c'est le même graphique. Donc par la suite, l'une des étapes importantes dans la corrélation, c'est de pouvoir tester la normalité puisque bon, la corrélation, celle de Pearson, donc est basée sur la normalité des résidus. On peut faire le test de Shapiro-Wilk, par exemple, pour vérifier la normalité. Donc si j'exécute pour X, donc vous verrez que là,
le résultat de Shapiro donc, a été calculé, mais il ne s'affiche pas. Donc, si je viens là, vous voyez que Shapiro X a été calculé ici dans l'environnement à droite. Donc, je reviens là. Donc, je peux également exécuter le test de Shapiro pour Y. Donc, ici, la commande donc set en exécutant le nom de chacune des variables, ça permet d'afficher les résultats du test de Shapiro. Donc, si j'exécute là sur Run, vous verrez que là, dans la console, on a les résultats du test de Shapiro. L'hypothèse nulle du test de Shapiro, comme tout test de normalité, c'est que les résidus suivent une loi normale. Et là, étant donné que la p-value est supérieure à 5%, donc on accepte l'hypothèse nulle de normalité. Donc, c'est les données de X sont normalement distribuées. Donc, je peux également faire la même chose pour Y. Donc, si j'exécute, vous verrez que pour Y également, on a une p-value qui est supérieure à 5%, qui est en général le seuil considéré, ce qui me permet de conclure également à la normalité des résultats du test des résultats de la normalité de la variable Y. Donc, ce qui confirme la normalité, qui est intéressant pour pouvoir effectuer les tests de corrélation de Pearson. Donc maintenant, on peut effectuer le test de corrélation de Pearson, donc qui utilise la commande. Donc on va affecter à Pearson rest, on va lui affecter la valeur core.test. Core.test, c'est la fonction qui permet de faire le test de corrélation. Donc ici, on met le nom de la variable X et là, on met le nom de la variable, la deuxième variable. La méthode, on a bien précisé là que c'est Pearson. Donc, on peut sélectionner, exécuter. Donc, la commande d'après permet juste d'appeler le résultat. Donc, si on exécute là, donc, lorsqu'on va au niveau de la console, vous verrez bien que on a le résultat du test de stationnarité avec une p-value de 0,000. Donc, le test de stationnarité a pour hypothèse nulle l'absence de corrélation entre les variables. Donc, ce qui est rejeté ici, du moment où la p-value est supérieure à 5%, on rejette l'hypothèse de non-collinéarité, donc ce qui nous permet de conclure quant à la collinéarité. Donc, il calcule également la valeur de la corrélation, la valeur estimée de la corrélation. Donc, mais les valeurs qui permettent de tester, c'est surtout la p-value, la t statistique, donc qui est supérieure à 96. Donc, on a une p-value inférieure à 5%, rejet de l'hypothèse nulle de non-corrélation entre les variables. Donc, on peut poursuivre. Donc, après la corrélation de Pearson, on peut également le faire pour Spearman. Donc, on a vu que le test de Spearman se fait lorsque on a des données qui sont basées sur des rangs des observations et lorsqu'on a une relation peut-être non normale et lorsqu'il y a une relation monotone entre les deux variables. Donc, la corrélation de Pearson utilise presque la même commande que pour la corrélation de Spearman utilise la même commande, sauf que au niveau de la méthode, on spécifie Spearman. Donc là, c'est la même méthode. Donc je vais sélectionner ainsi que la commande qui permet d'avoir le résultat. Et donc je vais cliquer sur Run là pour exécuter. Donc et dans la console, vous verrez que le test de Spearman également permet de confirmer la relation, la collinéarité entre mes deux variables. Donc là, on a étant donné que la p-value, donc comme vous le voyez, est inférieure à 5%, donc on rejette l'hypothèse de non-collinéarité. Donc vous voyez que il a bien précisé alternative hypothesis, donc l'hypothèse alternative, true, rho is not equal to 0. Donc, c'est-à-dire le coefficient de corrélation rho n'est pas égal à 0. Donc on rejette cette hypothèse alternative. On accepte, autant pour moi, l'hypothèse alternative. On rejette l'hypothèse nulle qui est le rho est égal à 0. Donc, on rejette cette hypothèse, donc, qui nous permet de tirer nos conclusions. Donc, de la même façon, pour le test de Kendall, qui est souvent utilisé pour mesurer la concordance entre les rangs des observations et le cas particulier, donc beaucoup plus adapté pour les petits échantillons et aux données comportant un nombre de nombreux ex-aequo, comme on l'a dit tout à l'heure. La corrélation de Kendall utilise la même commande. Au niveau de la méthode, il faut juste spécifier Kendall. Donc, on peut également exécuter les deux commandes. La commande qui permet de faire le test et celle qui appelle les résultats. Et au niveau de la console, vous verrez qu'on a également une p-value qui est inférieure à 5%, qui permet de confirmer la corrélation au sens de Kendall pour nos deux variables, donc x et y. Donc maintenant, on peut récupérer les différentes fonctions, utiliser extract result, function test, pouvoir extraire les coefficients des différents tests, des estimations. Donc voilà,
avec ainsi que les p-values, test.p-value. Donc, on va utiliser cette commande pour chacun des tests extraits. Donc, on va créer une fonction qui s'appelle extract.test function qui va à toute liste pour un coefficient extrait, donc le résultat du test, les estimations du test, ainsi que la p-value. Donc, on exécute cette fonction-là. Donc, vous voyez que évidemment, il y a une fonction qui a été créée ici qui permet d'extraire les résultats donc du test. Donc, c'est bien visible là, vous pouvez le voir. Et donc, on peut appliquer la fonction extract test à notre résultat de Pearson. On peut l'appliquer au résultat de Spearman. On peut également l'appliquer au résultat de Kendall. Et donc, si on exécute les trois, donc vous verrez bien évidemment que voilà, il a extrait les résultats du test de Pearson, Spearman et puis Kendall, donc le coefficient, et puis la p-value qui est là. Donc, pour chacun des deux, donc on a le coefficient et la p-value qui ont été extraites. Donc, on a tous ces différents éléments là. Donc, par la suite, on peut représenter la matrice de corrélation lorsqu'on a plusieurs variables. Donc, lorsqu'on a deux variables, bon, c'est pas très pertinent puisque c'est juste la corrélation. Donc, lorsqu'on a plusieurs variables, donc, étant donné qu'on avait déjà nos variables, variable 1 et variable 2, on va ajouter à notre data frame deux nouvelles variables. Variable 3, par exemple, on va lui affecter data égale à variable 1, auquel on va ajouter une variable, c'est-à-dire une valeur aléatoire suivant une loi normale de moyenne 0 et d'écart type 5. Donc, on va générer ainsi les éléments de la variable 3. Donc, je vais exécuter donc pour ça. Donc, vous voyez que voilà, on a créé ici une nouvelle variable qui s'appelle variable 3. On a ajouté à notre jeu de données. Donc, je fais la même chose pour variable 4. Donc, c'est également dans notre échantillon la ligne de notre variable data allant de 1 à 5. Donc, on va remplacer. Donc, voilà, donc on crée également notre variable x3 là. Donc, par la suite, on peut pouvoir calculer la matrice de corrélation de Pearson, utiliser juste la commande core suivi de, on désigne, on désigne la base de données. Notre base de données s'appelle data. Si elle s'appelait données, on devait tout simplement mettre données ici, ou peu importe le nom que vous allez attribuer à votre base de données sur laquelle vous voulez calculer la matrice de corrélation. Vous allez mettre ce nom-là tel que vous l'avez défini. Dans la méthode, c'est Pearson. Donc, on va calculer la matrice de corrélation de Pearson. Donc, si on exécute là, vous verrez qu'on a la matrice de corrélation de Pearson qui donne les corrélations entre les différentes variables, variable 1, variable 2 et variable 3. Pareil pour Spearman, on peut faire la même chose. Pour Spearman, donc on calcule voilà la matrice de corrélation pour Spearman. Donc ici dans la console, vous verrez bien que on a notre matrice de corrélation de Spearman. La troisième étape, ce serait de visualiser, donc imprimer le graphique qui permet de représenter. Donc évidemment, il faut installer les packages si nécessaire pour CorePlot. Donc le package CorePlot permet de faire une représentation graphique de la corrélation avec des points et des couleurs qui permettent de, voilà, donc le package core plot est déjà installé. Si c'est pas le cas chez vous, il faut juste supprimer le dièse qui est là et exécuter cette commande là. Donc, cette commande install.packages core plot. Voilà. Donc si c'est le cas, donc vous installez la librairie core plot et puis la matrice permet de donc, lorsqu'on exécute, donc vous verrez que, voilà, donc si on exécute ça, vous verrez que, voilà, ici on aura en bas à droite la matrice qui va, n'est-ce pas, représenter. Donc, la visualisation nécessite également l'exécution de cette commande coreplot. Donc cette commande-là, coreplot, method égale circle. Donc, on va appliquer les cercles, donc comme méthode. Donc, si on exécute cette commande-là, en cliquant sur Run là, vous verrez que là, à droite, on a une matrice qui fait représenter les corrélations qui sont, le point bleu sera de temps plus grand que la corrélation entre les variables sera élevée. Donc, voilà une représentation graphique intéressante qui peut permettre de visualiser les corrélations entre les différentes variables. Donc, par la suite, dans notre script, donc, on peut calculer un exemple automatique de phrase d'interaction. Donc, le R, c'est le coefficient de Pearson. On peut extraire les estimations
pareil pour la p-value, on peut extraire. Donc, si on exécute ça, vous verrez que voilà, on a créé deux variables R et P qui donnent le coefficient de corrélation et la p-value de pi, des résultats de Pearson. Et puis, voilà, donc on peut par exemple vous afficher cette interprétation-là, RON. Donc, si j'exécute cette commande, vous verrez que là, il existe une corrélation positive entre les deux variables. R égale, là, P égale, donc peut-être il a affiché, voilà, donc là, donc on a tous ces éléments-là, dont je vous enverrai, comme je vous l'ai dit, le script dans le commentaire de cette vidéo et vous pourrez l'appliquer et l'adapter à votre base de données. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de notre prochaine vidéo. Et d'ici à là, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle aventure. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.